Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va remonter à travers le temps. On va faire des fouilles archéologiques. Des traces de sépultures un peu partout et à l'intérieur de celles-ci, des ossements humains, tibias, crânes, vertèbres, remarquablement conservés. C'est l'incroyable découverte faite par ces archéologues de l'Agence wallonne du patrimoine. Alors nous sommes à Dourouiri et la raison pour laquelle on est ici sur ce chantier de fouilles, c'est parce que dans le cadre d'une demande de permis de construire, l'Agence wallonne du patrimoine pour laquelle je travaille a été appelée à donner un avis sur l'opportunité de faire ou non des fouilles archéologiques. Sur cette parcelle, on construira bientôt plusieurs habitations. Mais avant l'arrivée des pelleteuses, les archéologues disposent de 2 mois pour fouiller le sol de fond en comble et tenter d'y dénicher leur Graal. On imaginait trouver, c'était probablement quelques tombes de l'époque mérovingienne, c'est-à-dire le début du Moyen-Âge. Et en fait, voilà, on est tombé finalement sur un cimetière du 19e siècle. C'est pas une déception? Non, parce que toute période est toujours intéressante, évidemment. Et on a quand même un petit peu de mérovingiens qui se baladent par-ci, par-là sur le site. Donc voilà, en très petite quantité et très perturbés par les tombes, évidemment. Au total, on en dénombre près de 350. Donc ici, on voit bien toutes les sépultures. Donc chaque rectangle, c'est une sépulture. Et ça nous permet du coup de définir le plan ici du cimetière. On voit qu'il y a vraiment toutes des rangées qui se dessinent. Le chantier est parsemé de petites étiquettes marquées d'un numéro. Chacune d'entre elles identifie un événement survenu durant la fouille, comme la découverte d'une sépulture par cette jeune archéologue. Tout ce qu'on trouve ici au sein de la sépulture, on laisse un maximum en place. Donc ici, j'ai trouvé un clou du cercueil, je le laisse en place. Les os, évidemment, je les laisse en place. Ici, j'ai vraiment un petit objet que je n'ai pas encore identifié, mais je le laisse en place pour après pouvoir prendre des photos, faire un schéma, faire une description, faire aussi une photogrammétrie. Donc ça, c'est vraiment une image, une modélisation de l'image en 3D. Et une fois l'enregistrement effectué, là on appelle Lucas qui est l'anthropologue et qui vient alors démonter. Lucas est actuellement occupé sur une tombe voisine. Avec ses instruments de précision, il tente de faire parler les ossements qu'il vient d'exhumer. Alors là, je suis en train de faire ce qu'on appelle le démontage du squelette. Donc après l'avoir fouillé et l'avoir fait apparaître le plus propre possible et le plus visible possible, et avoir fait les enregistrements, eh bien, on passe donc au moment où on retire le squelette et on fait des enregistrements qui sont anthropologiques cette fois. Donc là, ça concerne la position des ossements, afin de comprendre tous les mouvements et tout ce qui s'est passé en fait depuis le dépôt du corps jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, suite à la décomposition, les ossements vont bouger par rapport au contexte qui l'entoure, notamment s'il y avait des vêtements ou si jamais il y avait un cercueil dans lequel ils se trouvaient. Et donc voilà, toutes ces positions-là sont importantes à enregistrer. Et lors du démontage aussi, on fait déjà quelques premières observations anthropologiques, donc biologiques. Dans ce cas-ci, on essaie déjà de voir si on peut faire une estimation d'âge pour cette personne, une estimation du sexe aussi, et aussi, en fonction de ce qu'on peut observer, s'il y a des pathologies, s'il y a des fractures, comme c'est déjà le cas ici, ou bien alors s'il y a d'autres éléments comme des marqueurs d'activité ou de stress, toutes des choses comme ça. Et ce chantier est une vraie mine d'or pour Lucas et ses collègues grâce à un petit détail. Dans ce cimetière du 19e, on a retrouvé sur une grande quantité de défunts une petite plaquette en zinc. Au-dessus, il y a la date de mort du défunt. Ici, ça varie entre 1890 et 1897. Et au-dessus, on a un numéro. Ce numéro, en fait, c'est le numéro qu'on a attribué au défunt et qui se rapporte directement aux archives de la commune, aux actes de décès. Et donc, ces actes de décès vont nous renseigner sur l'identité de cette personne, nous dire évidemment son nom, son prénom, on a son métier, son âge au mois près, évidemment son sexe, c'est un homme, une femme. Pour nous, c'est des informations extrêmement précieuses, puisque c'est des informations qui, en général, on ne possède pas du tout pour des périodes plus anciennes. Puisque c'est une population d'âge et de sexe connus, on va pouvoir confronter nos méthodes d'estimation d'âge et de sexe notamment, les vérifier, voire les améliorer, voire même peut-être créer de nouvelles méthodes concernant d'autres observations qu'on va pouvoir appliquer à des cimetières qui sont plus anciens. Un peu à l'écart des fouilles, un autre scientifique semble mener son enquête en toute discrétion. Il s'agit d'Olivier, le géologue de l'équipe.
Les archéologues n'ont pas toujours le temps, ni peut-être certaines connaissances pour pouvoir interpréter les types de dépôts. Et donc moi je viens en support pour déterminer un petit peu la mise en place de ces différents dépôts. S'il s'agit de colluvions, de remblais ou de sol naturel. Le terrain a évolué au fur et à mesure des époques et nous on aimerait savoir du coup comment il était au moment du cimetière et potentiellement pour des périodes plus anciennes. Puisqu'on avait détecté une petite anomalie, on avait certaines tombes qui étaient à une profondeur d'1,80 m, alors que de l'autre côté du terrain, elles étaient qu'à quelques centimètres du sol actuel. Et du coup, voilà, on se doute qu'il y a dû avoir une pente à un moment, mais on voudrait savoir comment le site a été remblayé à un certain moment. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est dû à l'homme? Et donc tout ça, le géologue va pouvoir nous apporter comme réponse. On le voit, rien n'est laissé au hasard, car une fois les fouilles terminées, le terrain sera remis dans son état initial pour laisser la place à un autre chantier de construction, celui-là. Mais alors, qu'adviendra-t-il du cimetière ? On a fait quelque part une partie du travail de la commune, c'est-à-dire en prélevant un certain nombre de tombes pour des études scientifiques, et le reste des tombes qui n'ont pas été fouillées seront transférées dans un ossuaire de la commune. Et cette fois, c'est promis, les défunts auront droit au repos éternel. Alors, tibia or not tibia, that's the question. Pour y répondre, on va interroger les archéologues. Et en attendant, on file aux Journées du patrimoine. Le patrimoine pour tous, y compris les personnes à besoins spécifiques, c'est l'affiche de la 36e édition des Journées du patrimoine. Et en la matière, le Mundaneum fait office d'exemple. Historiquement, le Mundaneum voulait partager la connaissance à un maximum de personnes dans un but de paix. Il s'imaginait que si on se comprenait les uns les autres, on allait pouvoir effacer les barrières et éviter les conflits. C'est aussi un peu ça en fait avec l'accessibilité aujourd'hui, en comprenant le handicap de l'autre, en comprenant sa déficience, mais on peut peut-être aussi créer moins de conflits et créer plus de compréhension. Pour passer de l'utopie à la pratique, les responsables du Mundaneum se sont adressés à l'ASBL Passe Muraille, spécialisée dans la mise en accessibilité des services. Quand on intervient comme bureau d'études, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est réaliser un audit de l'état des lieux de l'espace dans lequel on va évoluer, c'est-à-dire estimer le niveau d'accessibilité tel qu'il est à un moment J. Parmi les recommandations de Passe-Muraille, des places de parking réservées, l'installation d'une double rampe, des textes en braille, un dispositif d'audio-description ou encore ces reproductions des bustes d'Othelet et La Fontaine, les fondateurs du Mundaneum. C'est rare de pouvoir toucher quelque chose dans un musée. Et encore plus rare de pouvoir jouer. Sur base d'une question très simple, Paul Othelet, l'un des créateurs du Mundaneum, a mélangé ses archives. Tu dois l'aider à les replacer dans les bons tiroirs. Et donc, en fonction de si c'est un animal, une forme ou un fruit, eh bien, la personne va être amenée à devoir reclasser les choses. Et donc, de manière très simple, là, il va comprendre un concept qui est le concept de classement que le Mundaneum a fait dans ses petits tiroirs. Destinées aux personnes affectées d'une déficience mentale, ces boîtes font également le bonheur des petits visiteurs. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité globale. Quand on fait de l'accessibilité pour des personnes dites en situation de handicap, mais tout le monde en bénéficie. Des personnes âgées, des familles avec des poussettes, des enfants, tout le monde, ou quelqu'un simplement qui a un problème momentané, une jambe dans le plâtre, un bras dans le plâtre. En Wallonie, la SBL Access-I délivre une certification en matière d'accessibilité. Et en Hainaut, la province octroie un subside aux opérateurs qui souhaitent la décrocher. La province de Hainaut, via sa fédération provinciale du tourisme, accorde un subside à la SBL Access-I. Ce subside va permettre à Access-I d'aider les opérateurs à rendre leur site plus accessible au public. Donc au total, c'est une enveloppe de maximum 1 500 € qui est disponible pour les prestataires touristiques. Une manière de contribuer à faire tomber les murailles. En tout cas, il y a des murailles à faire tomber, ça c'est certain. Et la volonté, c'est vraiment de considérer que la personne n'existe pas au travers de son handicap et du besoin que son handicap rencontre, mais elle existe au travers de l'individu qu'elle est en tant qu'être humain. Et je pense que c'est ça l'essentiel comme message qu'il faut porter. Une personne en situation de handicap, elle est avant tout une personne à part entière et non entièrement à part. Alors, à votre avis, c'est un tibia? Ah ça non, c'est une vulgaire branche de bois. Bon, sur ce s'achève C'est dans la poche. On tentera notre chance une prochaine fois. Ciao!